Alors je vais poursuivre en remerciant aussi Sylvain et Guillaume pour cette invitation à venir présenter mes recherches que j'ai pu conduire sur le Vietnam. Donc je vais poursuivre effectivement en parlant aussi de mythes et de réalités en application sur le terrain vietnamien, en retraçant un petit peu l'histoire et en voyant un petit peu les mythes et réalités qu'il peut y avoir autour de cette forêt tropicale et en particulier cette forêt vietnamienne. Alors il y a différents mythes qui vont effectivement parsemer cette histoire des forêts tropicales. On en a déjà aperçu des éléments. Je vais poursuivre donc en focalisant sur la forêt vietnamienne à partir de recherches que j'ai pu conduire depuis 2002 dans le cadre de mes recherches en master puis ma thèse. Et pour cela, en fait, j'ai mobilisé différentes sources dans un objectif d'objectivité, donc des archives, des entretiens qui m'ont permis d'avoir des témoignages, des cartes, des photographies aériennes, des images satellites, des textes législatifs, différentes sources en privilégiant à chaque fois des sources premières, des sources principes, pour avoir les éléments les plus objectifs possibles. Donc c'est ce qu'on retrouve ici sur cette illustration. Alors évidemment, pour chaque période, les sources vont être un peu différentes et à mesure que l'on va aller dans le passé, les sources vont être un petit peu plus lacunaires et l'histoire va être un peu plus difficile à retracer. Donc globalement, il va y avoir plusieurs périodes dans cette histoire du Vietnam, la période précoloniale, la période coloniale, qui effectivement impulse de nombreux changements dans ces forêts tropicales, la guerre, et puis la période plus actuelle jusqu'à aujourd'hui. Mes recherches, je les ai plus particulièrement conduites dans une province qui est située au centre Vietnam, qui est la province de Tra Thien Nguyen, qui a la particularité d'être divisée en 3 unités paysagères, donc une partie plaine, une partie colline que l'on va retrouver en partie centrale, et puis une partie montagne, limitrophe notamment de la frontière, bordée par la frontière laotienne. Particularité, c'est qu'on va retrouver des densités de population un peu variables, très forte densité de population dans la plaine et une densité de population beaucoup plus clairsemée dans les collines et plus encore dans les montagnes. Et particularité aussi, c'est qu'on ne va pas retrouver les mêmes ethnies. On va avoir l'ethnie majoritaire qui va se concentrer donc dans la plaine, et puis dans les collines et surtout dans les montagnes, ce sont plutôt des ethnies minoritaires qui vont avoir un mode de vie différent sur lequel je vais revenir. Donc ma présentation, elle sera aussi distinguée en 3 parties. Tout d'abord, je voudrais souligner le fait qu'effectivement, ces forêts, elles sont habitées de longue date, ces forêts tropicales, donc on converge sur les mêmes idées, tout va bien. Le deuxième point, c'est par rapport à la guerre, donc, qui est en fait une guerre qui a été menée contre l'environnement, qui s'avère être en fait surtout une catastrophe pour les humains, peut-être plus que pour la forêt elle-même. Et puis, troisième point, c'est sur ce qui s'est mis en place et vers des solutions un peu plus d'avenir autour de l'éco-certification et des plantations qui sont aujourd'hui plutôt encouragées pour sauver les forêts tropicales. Mais voilà, ces solutions s'avèrent pas toujours les meilleures. Je reviendrai donc dessus dans un troisième temps. Donc tout d'abord, des forêts qui sont habitées de longue date. Donc je vous disais, mes sources pour moi, donc ce sont les cartes, les archives, et sur la période précoloniale, il y a très peu d'informations. La première carte dont je dispose, c'est une carte du début du XXe siècle, donc on est déjà dans la période coloniale, et elle permet de voir que déjà à cette période-là, on a la partie plaine qui est densément peuplée, on y retrouve un grand nombre de villages, et c'est là où on va retrouver plutôt la riziculture irriguée. Et puis dans les collines et montagnes, c'est plus clairsemé, on retrouve quelques villages plutôt dans la vallée, ici dans la zone montagneuse, à proximité du Laos. Il y a aussi une moindre connaissance de la part des colons de cette partie-là qu'ils fréquentent moins. Donc voilà, et si on compare avec des choses un peu plus récentes, donc grâce à des photographies aériennes prises à la fin de la guerre d'Indochine, donc dans les années 1950 par l'armée française, ça nous permet d'avoir une vision un peu plus précise de ce qu'est l'occupation des sols à ce moment-là. Et on voit qu'effectivement, en plaine, il n'y a pas de forêt, c'est plutôt de la riziculture et des habitations.
Lorsque l'on va un peu plus vers les collines, donc ici c'est la représentation de ce village-là, on voit qu'on a des collines qui commencent à apparaître, où on a un petit peu de végétation, mais c'est plutôt de la savane et non pas de la forêt, parce qu'en fait il y a une pression qui s'exerce de longue date sur ces espaces-là. Donc ce sont plutôt des populations donc, du coup, de riziculteurs et qui ont plutôt une peur de la forêt. Ils vont plutôt éviter ces zones-là parce que ce sont des zones qui vont être fréquentées par ce qu'ils appellent des sauvages. En fait, ce sont les ethnies minoritaires. Et puis, pour eux, voilà, c'est plutôt des zones qui sont infestées par la malaria et donc qui vont plutôt avoir tendance à éviter. À l'opposé, donc dans les montagnes, donc on a une prédominance des forêts, mais donc, ce que l'on pouvait retrouver sur la carte de 1909. Mais quand on regarde sur les photographies aériennes donc de 1954, donc c'est plus récente, on voit que finalement la forêt elle n'est pas partout, et ce que l'on peut comprendre parce que finalement il y a déjà des villages, et c'était déjà le cas au début de la période coloniale, et c'était aussi déjà le cas avant la période coloniale. Donc effectivement ces forêts elles sont habitées de longue date, et ces forêts vietnamiennes étaient déjà habitées de longue date par des ethnies minoritaires. Ce qui nous permet de voir que la forêt elle n'est pas omniprésente, contrairement à ce que l'on peut lire dans certains ouvrages, l'omniprésence d'une forêt, non, parce que on a aussi des pratiques qui font que la forêt n'est pas omniprésente, même si elle est habitée par ces populations. Le type de pratique qu'ils vont avoir, c'est l'agriculture itinérante sur brûlis qu'ils vont pratiquer. Alors c'est un type d'agriculture qui est parfois dénoncé, qui a été dénoncé par les colons, parce que c'était une pratique qui n'était pas bien comprise. En fait, on sait aujourd'hui que c'est une pratique qui est particulièrement adaptée au milieu tropical, parce que dans le milieu tropical, on a des sols qui s'appauvrissent très vite. Et en fait, là, c'est un moyen de refertiliser les sols. Donc pour cela, on va cultiver pendant 1 à 3 ans une parcelle que l'on aura au préalable déforestée. On aura mis le feu à la végétation, ce qui va permettre de fertiliser les sols. Et ainsi, on va avoir de la fertilité pendant 3 ans, et puis quand la fertilité commence à baisser, on abandonne cette parcelle et on va la laisser à la végétation. La forêt au moins la végétation va se redévelopper, et puis on y revient 15 ans, 20 ans plus tard. On va réincendier la végétation, ce qui va permettre de refertiliser le sol et de pouvoir ainsi cultiver pendant 1 à 3 ans, et en attendant, on aura été sur d'autres parcelles. Alors il s'avère qu'en laissant 10 à 15 ans une parcelle, en fait ça ne permet pas d'avoir une forêt, et en fait c'est pas vraiment de la forêt que l'on met à feu, c'est plutôt une formation végétale intermédiaire. C'est ce que je représente là. En fait, pour passer d'une savane à une forêt véritablement, il faut 40 à 50 ans minimum en zone tropicale. Donc voilà, c'est plutôt de la forêt secondaire, de voir une formation préforestière que l'on incendie. Donc ça a pu être décrié parce que on ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on mettait le feu à la végétation, mais en fait finalement c'est un moyen de maintenir la forêt et non pas de la détruire, comme c'est le cas pour l'agriculture sédentaire. Et donc dans ce cas-là, on parle d'ailleurs de déboisement. Donc on retire provisoirement le couvert forestier, mais le couvert forestier revient sur la parcelle, alors que quand on est dans une agriculture sédentaire, on peut là pleinement parler de déforestation. On change le type d'occupation des sols. Donc c'est vraiment un mode de culture qui est en osmose avec la forêt, qui suppose une osmose avec la forêt. Et donc c'est un mode de culture particulièrement adapté au milieu. Par ailleurs, ces populations, en fait, l'ensemble de leur vie est lié à la forêt, que ce soit pour s'habiller, pour construire les habitations, pour tout dépend de la forêt, pour se nourrir aussi, donc, au point qu'on parle de civilisation du végétal, voire de civilisation de la forêt. Et puis entre les deux, donc dans cette zone de colline, entre plaine et puis montagne, on a un espace qui est peu habité. C'est ce que l'on voit sur la carte de 1909, il y a quelques villages qui peuvent apparaître, c'est un peu plus clairsemé, mais pour autant il y a déjà une pression qui s'exerce, en tout cas pendant la période coloniale, puisqu'on voit qu'en 1954 on retrouve de la forêt, mais sur une partie du territoire on est plutôt sur de la savane, parce qu'il y a une exploitation aussi, un besoin de bois pour ceux qui habitent la plaine, et aussi pour les colons, qui ont pu s'établir aussi dans cette zone de colline. Donc pendant la période coloniale, notamment, ils ont
mis en place cette exploitation commerciale des forêts. C'est à partir de la période coloniale que cela débute. Et puis ils vont aussi mettre en place des concessions coloniales. Alors c'est le cas notamment sur ce territoire-là. Je sais qu'il y a eu des concessions coloniales qui ont été mises en place, mais c'est plutôt des tentatives, voilà, de mise en culture par des colons, mais c'est resté très limité dans cette province du centre Vietnam. Ça a été beaucoup plus développé au sud Vietnam, dans ce que l'on appelait alors la Cochinchine, où on a pu avoir l'EVA-culture qui s'est très fortement développée. Sur cet espace, donc déjà anthropisé finalement, plus ou moins anthropisé, hein, de la plaine vers les montagnes, est survenue donc tout d'abord la guerre d'Indochine, mais surtout la guerre du Vietnam, donc menée par les militaires américains opposant les Viet Cong sur le territoire vietnamien, qui a particulièrement affecté donc, la province que j'ai étudiée. Donc, dans cette province, au lendemain de la guerre du Vietnam qui s'achève en 1975, on a ce type de paysage. Donc, en 1975, on peut avoir une carte d'occupation des sols de l'ensemble de la province parce qu'on a à disposition des images satellites qui nous permettent, voilà, d'avoir une vision un peu plus précise de ce qu'est l'occupation des sols. Donc on voit que sur une grande partie du territoire, on a de la forêt, mais on voit que dans les vallées, eh bien, on a plutôt des zones de savane. Et on peut se dire que peut-être c'est l'effet de la guerre qui est passé par là, mais en fait, pas tout à fait. Donc la guerre, eh bien, ça a été d'intenses bombardements. On voit que là, une grande partie du territoire vietnamien a été bombardée. Mais surtout, il y a eu des épandages d'herbicides, notamment l'agent orange, dont vous avez probablement entendu parler, qui a affecté différentes parties du Sud-Vietnam, également un petit peu le Laos et le Cambodge. Mais la province de Tuat Than Huy, que j'ai étudiée, qui est située ici, a été particulièrement touchée parce qu'on n'est pas très loin du 17e parallèle qui séparait le nord du Sud-Vietnam. Et puis on a la piste Ho Chi Minh qui était empruntée par les Viet Cong qui passaient par là, donc qui était une cible privilégiée pour les Américains. Et donc effectivement, quand on regarde dans la province, on a eu de nombreux épandages que l'on retrouve sur cette carte-là. Et effectivement, si on fait le parallèle entre ma carte que j'ai ici, qui montre l'occupation des sols à la fin de la guerre, on peut se dire que bah oui, si là j'ai des savanes au niveau de la vallée, donc on est bien dans une vallée, on voit ici le relief, et bien c'est peut-être parce que j'ai eu de nombreux épandages ici. Bon, il s'avère qu'en fait pas tout à fait, parce que en fait c'était des zones qui étaient déjà habitées et où certes ce sont des populations qui vivaient de la forêt, mais qui ont pu aussi transformer les espaces en savane. On n'avait pas forcément de la forêt partout. Par ailleurs, il y a un point aussi de mes recherches qui permet de déconstruire certains préjugés par rapport à cette guerre du Vietnam. Donc, ce qui était affirmé, c'était que l'objectif de ces épandages d'herbicides, c'était pour pouvoir enlever les feuilles des arbres pour pouvoir voir les Viet Cong qui étaient cachés dessous. Donc effectivement, c'est vrai que quand on regarde un petit peu les documents vietnamiens du côté Viet Cong, on avait effectivement des infrastructures sous forêt, comme là on peut le voir, des installations médicales, des ateliers de réparation, etc. On avait effectivement cette piste Ho Chi Minh qui passait donc, notamment dans la vallée d'A Luoi, donc la vallée qui a été particulièrement touchée. Au passage, ces déplacements, c'était pas forcément si facile. Les Viet Cong, à l'origine, ce sont des peuples de plaine qui avaient, donc, je vous disais au départ, peur de la forêt, peur de ces zones, et puis surtout, ce sont des zones qui sont particulièrement inhospitalières, comme on peut le voir ici. C'est plutôt l'enfer vert qu'autre chose. Et particulièrement pendant la saison des pluies, c'était un milieu vraiment hostile, y compris pour eux qui n'y étaient pas habitués. Et si je reviens donc sur ces épandages d'herbicides, en fait, on se rend compte, en lisant les écrits des Viet Cong et en regardant un petit peu les archives et les photos, en fait, ils ne servaient pas tant que ça du couvert forestier. D'ailleurs, même pour tracer leur route, finalement, ils supprimaient aussi le couvert forestier. Et en fait, c'est plutôt, ils se cachaient de l'aviation américaine grâce au relief ou alors en se dissimulant aussi dans les tunnels, par exemple. Donc c'est ce que je montre là, même pour tracer leur route, finalement, ils enlevaient le couvert forestier. Donc voilà, donc finalement, ça remet un petit peu en cause ce programme militaire de défoliation. D'ailleurs, était aussi visé des cultures et pas simplement des forêts.
Par ailleurs, par rapport aux effets de ces épandages, les conséquences, elles peuvent être controversées, mais il s'avère que bien souvent, en fait, un seul épandage ne permettait pas de détruire la forêt. On estime qu'il y avait 10 à 30% des arbres de la strate supérieure qui mouraient suite à un épandage. Bon, bien sûr, bien souvent, c'était des épandages répétés. Toujours est-il que si on regarde une carte un peu plus récente de l'occupation des sols, donc là par exemple en 2003, on s'aperçoit qu'en fait une grande partie de la forêt a depuis disparu et que ce n'est pas dû à la guerre, mais c'est plutôt dû à la poursuite d'activités après-guerre, donc à des activités post-guerre, et c'est surtout à cause de cela que la forêt a disparu au Vietnam. La guerre a eu un effet, hein, mais pas si important que cela, en tout cas en termes de couverture forestière. Cette guerre, elle a pour autant favorisé d'autres processus. Donc après-guerre, il y a eu une sédentarisation des populations. Et ça a été facilité par la guerre, puisque les peuples de plaine sont venus se dissimuler, enfin ceux qui faisaient partie des Viet Cong sont venus se cacher dans les montagnes, ont ainsi pu tisser des liens avec les montagnards. Par ailleurs, la guerre a aussi facilité le tracé de routes, donc a facilité l'accès vers les montagnes, et ceci a facilité finalement cette sédentarisation des montagnards. Ça a été accéléré, à mon sens, grâce à la guerre qui a permis de rapprocher les peuples de plaine des montagnards. Cela a conduit à un changement de pratique pour ces populations qui pratiquaient l'agriculture itinérante sur brûlis. Ayant été sédentarisées, elles ont dû changer de mode de culture. Et en l'occurrence, donc, elles ont dû adopter la riziculture irriguée qui était traditionnellement pratiquée par le peuple de plaine, alors qu'eux pratiquaient plutôt une riziculture pluviale, donc, dans le cadre de l'agriculture itinérante sur brûlis. Donc, ce sont de nouvelles pratiques qu'ils ont dû apprendre. Ils ont donc abandonné l'itinérance, alors en sachant qu'ils ont continué la mise à feu de la végétation, mais en alternant sur 2 parcelles, du coup qu'ils abandonnaient pendant 3 ans et ils revenaient dessus 3 ans plus tard. Donc c'est un mode d'agriculture itinérante adapté, elle perd un peu son itinérance. Mais la mise à feu, c'est simplement désherbacer, en fait, ce qui ne permet pas de fertiliser autant que ça pouvait être le cas quand ils abandonnaient la terre pendant 20 ans. Par ailleurs, du coup, étant sédentarisés, ils vont avoir un territoire plus restreint pour aller chercher leur bois de chauffe, puisqu'auparavant, ils pouvaient le prendre sur les parcelles qu'ils allaient cultiver ensuite. Donc, ce qui a accru la pression sur les forêts à proximité. Donc, finalement, indirectement, la guerre a aussi favorisé cet accroissement de la pression sur les forêts et a aussi accéléré la déconnexion qu'il y a pu y avoir par ces populations qui vivaient auparavant en osmose avec les forêts, qui, ayant été sédentarisées, ont peu à peu perdu ce lien avec la forêt qui s'est peu à peu éloigné à mesure que la pression a augmenté. Pour autant, je voulais juste revenir un petit peu sur les effets de la guerre. Alors certes, sur la couverture forestière, finalement, l'effet reste limité, mais dans ces herbicides qui ont été répandus, il y a de la dioxine qui ont contaminé les sols. Alors ceux qui ont été contaminés par épandage aérien, globalement, les taux sont redevenus normal, oui. Par contre, les taux de dioxine restent élevés en certains points, notamment en hauteur des anciennes bases militaires. Et puis surtout, en fait, ça reste dans le sang des humains. Et ça se transmet en fait de génération en génération. Donc là, c'est des graphiques pour illustrer le fait qu'on a effectivement de forts taux de dioxine dans le sang des populations et également dans le lait maternel. Et ce qui fait qu'en fait, on a une transmission qui se poursuit encore aujourd'hui dans des générations qui n'ont pas connu la guerre. Donc ça, c'est une problématique qu'il importe quand même de souligner, même si sur la forêt, ça reste plus limité finalement. Et puis, donc par la suite, la surface forestière, en fait, c'est le 3e temps sur les plantations et l'éco-certification, donc un petit peu les solutions qui sont mises en place aujourd'hui par rapport à cette disparition de la forêt, essayer d'y remédier. Donc si on regarde ce sont les évolutions forestières en différents pays d'Asie du Sud-Est, et on retrouve notamment le Vietnam, là où il y a la flèche rouge. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, des années 70 aux années 90, la surface forestière a fortement régressé au Vietnam, jusqu'à atteindre 17% dans les années 90. Et puis, depuis les années 90, on voit que la surface forestière augmente, très rapidement quand même,
C'est confirmé par d'autres graphiques, là, à partir de données issues de la Banque mondiale. Et en fait, cette progression de la forêt, elle s'explique par des plantations forestières. Le Vietnam est emblématique de cette évolution. Ça a permis une hausse très rapide de la surface forestière. Ça permet même de retourner à un niveau que l'on pouvait avoir avant-guerre. D'autant plus qu'en fait, sont utilisées des espèces à croissance rapide. Donc on peut se dire c'est plutôt super. Point positif, séquestration du carbone, lutte contre le changement climatique. Voilà. Donc si on regarde un petit peu plus précisément ce qu'il en est de ces surfaces forestières, donc il s'avère que ces plantations, elles ont là aussi commencé pendant la période coloniale, avec des essais qui ont été faits notamment à partir de pins, donc, comme ceci. Ça a été poursuivi jusqu'aux années 80-90, financé par des organisations aussi internationales qui ont pu y contribuer. Et puis, depuis la fin des années 90, début des années 2000, le Vietnam a choisi de s'orienter vers une autre espèce, d'autres espèces, en fait, deux espèces qui proviennent d'Australie, donc ce sont des acacias, dont ils ont fait un hybride qui pousse très vite et qui peut être ainsi exploité très rapidement. Donc là, en 2000, dans la province de Tuathanué que je prends en exemple, on avait quasiment 50% de la surface qui était plantée par ces acacias, soit seuls, soit avec d'autres espèces. Aujourd'hui, c'est quasiment la totalité des plantations qui se fait avec ces acacias. L'avantage, c'est que bien simplement 4 ans après, on a des arbres qui sont hauts de 8 mètres, donc on a déjà en fait une forêt, donc ça rentre dans les statistiques comme étant de la forêt, mais c'est ce type de végétation-là que l'on a, rien à voir avec une forêt tropicale. L'avantage toutefois, c'est que cela procure des ressources renouvelables aux populations. En l'occurrence, cela permet d'avoir du bois de chauffe à proximité, ce qui devenait de plus en plus rare avec l'éloignement des forêts, mais aussi des savanes où on peut trouver du bois de chauffe. Et puis pour les populations qui deviennent de plus en plus propriétaires, avec une part de plus en plus importante de cette population qui devient propriétaire de ces plantations, ça leur offre en fait un revenu. Donc souvent elles ont été aidées dans ces plantations soit par des programmes gouvernementaux, soit par des ONG internationales ou des organisations étrangères. Et donc évidemment, pour eux, c'est plutôt positif d'avoir des revenus 6 ans après la plantation, quoi. Ces acacias sont multipliés dans des pépinières et puis sont ensuite plantés sur de vastes surfaces. Donc là, ce sont des photos prises en 2006-2007. Et donc c'était déjà le cas. Le problème, c'est que ce sont des plantations uniformes qui vont être du coup davantage vulnérables face à des aléas, comme on peut le voir ici, des incendies, des tempêtes, mais aussi en cas de pullulation d'insectes ou de maladies, en fait, c'est la totalité des forêts vietnamiennes qui sont plantées avec ces acacias qui risquent d'être menacées. Par ailleurs, l'exploitation, elle se fait par coupe rase. On va couper l'ensemble des arbres d'un seul tenant. Et le problème, c'est que souvent, la coupe se fait avant la saison des pluies et on a des terres qui sont en pente et qui vont être du coup d'autant plus soumises à l'érosion. Un autre problème qui peut être soulevé aussi, c'est un risque d'invasion par ces acacias qui se multiplient quand même très facilement, surtout quand on a une mise à feu, on va avoir des multitudes d'arbres qui vont se mettre à repousser. Donc voilà, ça relativise un petit peu cette surface forestière qui a de nouveau augmenté et ça relativise un petit peu l'intérêt des plantations forestières que là on a tendance à encourager dans un objectif de limitation du changement climatique. Oui, des plantations mais pas n'importe lesquelles. L'objectif là est évidemment économique et c'est plutôt pari gagnant pour le Vietnam qui est devenu parmi les principaux exportateurs de bois et de meubles. Il est au 5e rang mondial et au 2e rang des pays exportateurs d'Asie.
Et les surfaces plantées d'acacia continuent d'augmenter, hein, passant de 2,5 à 3,9 millions d'hectares entre 2006 et 2015. Donc ces plantations, on va les retrouver bien sur les collines, on les retrouvait sur les collines proches des villages, notamment de montagnards, hein, là où précédemment elles pouvaient pratiquer l'agriculture itinérante sur brûlis. Donc c'est plus du tout la même végétation qu'elles vont retrouver à proximité, hein. Donc là, hein, pareil, hein, quels que soient les villages en fait, hein, de montagne, et on retrouve ces mêmes paysages, hein, de forêts plantées sur les pentes proches des villages. Donc ça, c'était le cas dans les années 2000, 2006, 2007. Hein, où sur les terres plates, par contre, on avait de la riziculture, voire ici de la culture de manioc. Mais depuis, eh bien, les surfaces d'acacia, elles ont continué de progresser et désormais, certes, on les retrouve toujours sur les collines. Alors pas sur les sommets les plus hauts, les plus en pente, parce que là, c'est plus difficile de les exploiter, c'est plus difficile de planter. Donc là, on laisse la végétation se développer spontanément. Mais à y regarder de plus près, ce n'est pas de la forêt, hein, c'est plutôt de la savane, en tout cas à proximité de la plaine. Parce que la pression fait que la forêt spontanée au Vietnam est très rare et vraiment dans des espaces très reculés et inaccessibles, hein, sinon elle serait exploitée. Et aujourd'hui, eh bien, il s'avère que même sur les terres plates où auparavant on cultivait du manioc, aujourd'hui eh bien, on plante des acacias, ce qui fait que même à proximité des habitations, auparavant c'était une forêt spontanée, voilà, la forêt dense tropicale, et aujourd'hui ce sont plutôt les acacias que l'on retrouve ici à proximité des habitations. Donc on retrouve de la forêt, mais ce n'est pas tout à fait la même forêt. Qu'en pensent les habitants de ces plantations d'acacia? Alors, je suis au tout début de l'analyse d'un questionnaire, hein, donc je peux juste vous présenter quelques éléments. Donc, ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas de plantation sacrée comme il pouvait y avoir des forêts sacrées par le passé. Pour autant, pour certains, ces plantations, ça peut être des espaces de prière et de lieux d'offrande, mais c'est pour une minorité vraiment d'entre eux. Pour autant, on peut souligner que pour tous, c'est plutôt un succès, ils ont plutôt un avis positif. Il y en a de très rares qui souhaiteraient que les surfaces se baissent, ils ne sont que 6 sur 236, donc c'est quand même fort limité. Pour eux, évidemment, ils sont unanimement d'accord sur le fait que ces plantations présentent un intérêt économique. Sur l'intérêt esthétique, c'est un peu moins le cas. Ils sont que 40 à considérer sur les 236 qu'il y a un intérêt esthétique. Sur le côté environnemental, c'est un peu plus mitigé. Voilà, il y en a quand même quasiment un peu moins de la moitié qui considèrent que non, il n'y a peut-être pas d'intérêt environnemental. Par contre, si on leur demande ce qu'ils préfèrent entre une plantation d'acacia, une forêt naturelle ou des cultures, ils vont majoritairement préférer les plantations d'acacia. Je n'ai pas encore analysé les raisons, probablement c'est d'abord pour des raisons économiques, parce que ça leur procure des revenus. Mais voilà, ça interroge quand même sur cela. L'autre point sur lequel je voulais rapidement revenir, c'est sur la certification forestière, donc, que vous avez sûrement certainement déjà vu, FSC, PEFC, c'est ce que l'on voit, hein, sur ce que l'on appelle les forêts exploitées durablement, hein, on le voit sur le papier, le carton, voilà. Et là aussi, c'est un autre mythe, à mon sens, à déconstruire par rapport à la forêt tropicale. À l'origine, cette certification, elle a été imaginée pour protéger les forêts tropicales, hein. C'est à une période où on s'est fortement préoccupé de ce recul des forêts tropicales, et donc on a souhaité mettre en place cette certification. Finalement, il s'avère que ça n'a pas vraiment fonctionné, puisque ceux qui ont davantage mis en place cette certification, ce sont les propriétaires européens, beaucoup plus que des propriétaires beaucoup plus que dans les forêts tropicales. Au Vietnam, toutefois, c'est en train de progresser. Mais là encore, finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout pour protéger les forêts spontanées, puisque les forêts qui sont certifiées, ce sont en fait des forêts plantées, ce sont des plantations d'acacia. Donc voilà. Et pourquoi ça n'a pas marché, cette certification? C'est parce qu'en fait, on s'est un peu trompé sur les raisons de ce recul des forêts tropicales, où on a, alors oui, l'exploitation commerciale, le commerce international
est en cause dans le recul des forêts tropicales. Mais il ne faut pas négliger aussi le fait que, en tout cas dans le cas de ma province d'études, si les forêts ont reculé, c'est d'abord parce que c'était pour satisfaire les besoins des populations locales en terres agricoles, en l'exploitation des forêts, c'était aussi pour satisfaire leurs propres besoins. Donc forcément, la certification, là, n'avait pas voilà, ne fonctionnait pas. Et puis ça a un coût aussi pour les propriétaires, ce qui est beaucoup plus difficile à assumer pour des propriétaires de pays tropicaux. Donc en conclusion, eh bien, plusieurs mythes finalement à déconstruire autour des forêts tropicales et en l'occurrence des forêts vietnamiennes. La forêt tropicale, ce n'est pas une forêt vierge, ce n'est pas une forêt primaire inhabitée, hein, ce sont des forêts qui sont habitées de longue date. Ces forêts, elles ne sont pas pour autant omniprésentes parce que ces espaces sont habités, donc il y a aussi voilà, une pression, alors certes moindre que la pression qui peut s'exercer par les sociétés occidentales, mais il y a quand même une pression qui peut s'exercer au regard des densités de population, par exemple. L'agriculture sur brûlis qui était traditionnellement pratiquée, elle n'est pas destructrice, au contraire, hein, elle est plutôt particulièrement adaptée à ce milieu. Pour ce qui est de la forêt, oui, elle est source de nombreux services, mais cette forêt tropicale, elle peut aussi représenter un enfer vert, hein, comme on a pu le voir pour les Viet Cong, et c'est aussi toujours le cas hein, pour les populations de plaine. C'est peut-être ce qui explique aussi que la forêt naturelle n'est pas tant plébiscitée que ça, parce qu'il y a plutôt une crainte qui reste au sein de la population, en tout cas de plaine, qui est éloignée de ces forêts tropicales. La guerre n'est pas une cause majeure de déforestation au Vietnam, contrairement à ce que l'on peut lire parfois, et les dégâts n'ont pas été irrémédiables, même s'il y a bien des dégâts et il y a bien des conséquences, mais elles sont d'abord pour l'homme, et en fait quand on détruit l'environnement, c'est en fait surtout l'homme hein, que l'on menace. Pour ce qui est du commerce, le commerce international, c'est pas forcément la principale cause de recul des forêts tropicales. Il y a aussi une pression qui s'exerce localement. C'est ce qui explique l'échec de l'éco-certification. Et puis les plantations que l'on a tendance aujourd'hui à encourager dans le cadre du changement climatique, elles ne sont pas si salvatrices que cela. Il vaut mieux privilégier la régénération spontanée et les forêts spontanées, même s'il peut y avoir aussi des avantages avec les plantations forestières. Je vous remercie de votre attention.